Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus malgré le froid et le temps. D'ailleurs, on voit que ça en a découragé certains. Je parle dans un micro, ouais, l'esprit de Noël aussi, les courses, tout ça. J'utilise un micro, c'est parce qu'en fait, tout est censé être filmé, mais je n'ai même pas mis les téléphones, donc je vais les mettre très très vite. En tout cas, on aura le son pour le début. Merci beaucoup d'être venus. Donc aujourd'hui, on va accueillir donc du coup Marjorie qui va créer les questions et interroger nos participants qui sont donc Benjamin Lizic, développeur front-end lead chez FrontGuys, Sébastien Faure, UX design lead aussi chez FrontGuys, et Ismail qui est design system manager chez Prisma Media évidemment. Voilà, et donc ça va être une discussion autour du design system en tant qu'organisation. Et donc ça fait partie de la série des meet-up qu'on organise sur le Design Ops depuis quelques temps pour défricher le sujet, le faire évoluer et puis partager avec la communauté. Donc voilà, merci beaucoup à tous d'être là et puis bon meet-up à tous. Merci. Alors bonjour à tous. Pour petit rappel du sujet de ce soir, on a la chance d'accueillir 3 leads et pour la première fois un dev dans nos meet-up, donc merci Benjamin. Et aujourd'hui, on va récupérer un peu des retours d'expérience sur la conception et la collaboration autour des design systems et aussi leur approche, comment on va articuler les process, les outils, créer la culture commune design dev bien évidemment, et on va aussi parler de passage à l'échelle d'un design system. On va commencer par présenter tout le monde un peu plus en profondeur. Je te laisse commencer, Ismail, pour te présenter un petit peu. Du coup, Ismail Amila, Design System Manager, et je me considère aussi comme Design Ops, parce que finalement, quand on travaille sur des questions d'outillage des équipes, de culture des équipes, etc., on se retrouve pas seulement à faire du design system avec les process autour du design system, mais on doit se questionner sur ce qu'il y a autour. Et pas simplement les outils, etc. Mais comme on l'a dit, il y a aussi les questions de culture, les questions d'organisation, les questions de vision. Et donc pour ma part, en fait, je suis freelance. Aujourd'hui, je suis chez Prisma Media. Après, je suis quelqu'un qui a tendance à pas mal bouger, pour le coup. Donc j'ai fait pas mal d'entreprises là ces derniers temps, comme une mission pour KPMG par le BCG. Une mission... j'ai pas encore bossé avec vous, les gars. La demande est prise. Mais voilà, là, je suis chez Prisma. Avant ça, j'étais passé dans une boîte produit qui s'appelle Sendinblue. Donc voilà, j'ai tendance à voir pas mal de choses. Et c'est pour ça que je viens discuter avec vous ce soir. Merci. Et pareil, Benjamin, je te laisse. Yes, Benjamin Lizic, donc enchanté. J'espère que vous allez bien et que le moral est bon. Hein. Malgré le froid, j'ai mis une chemise exprès pour essayer de réchauffer un peu. Du coup, moi, je suis lead dev chez FrontGuys et actuellement, je travaille chez Roule. C'est une entreprise qui propose des contrats d'assurance pour l'automobile. Et du coup, je les accompagne dans la croissance et l'évolution de leur design system et aussi dans la migration de leurs outils vers le front-end moderne, principalement du React. Voilà. Et du coup, j'ai une petite passion, une appétence pour le design. Voilà, j'aime bien le code, mais j'aime aussi la partie création de design system. Merci Benjamin, et on va passer à Sébastien. Sébastien, je suis donc lead UX. J'ai à mon actif plusieurs lancements de design system, plusieurs demandes de design system à l'occasion d'être manager. On arrive sur une mission ou dans une boîte, il n'y a pas de design system ou il y a une librairie. Et actuellement, je suis usager d'un design system chez Criteo, où je suis en mission de senior designer. Et j'aime beaucoup collaborer avec des développeurs, même si tous n'ont pas d'aussi belle chemise que toi, malheureusement. Et j'aime beaucoup collaborer aussi avec les design system managers, les UI,
Et voilà, je considère le design system vraiment comme une pierre essentielle à l'édifice du design moderne. Et donc voilà, je suis ravi de discuter, d'échanger et de prendre vos retours aussi. Merci Sébastien. On va rentrer dans le dur. D'abord, une petite intro sur c'est quoi pour nos 3 intervenants, le design system, parce que chacun a ses définitions. On a choisi celle de Ben Callan pour aujourd'hui. On va bien sûr aller plus loin parce que pour nous, il y a des mots qui sont très importants. C'est la consistance, l'efficience, évidemment. Et le fait de pouvoir aussi faire en sorte que les équipes travaillent ensemble de manière efficace. On va beaucoup parler humain aussi aujourd'hui, vous allez voir. Pour petit rappel, donc sur ce travail de Ben Callan, il a aussi ce schéma qui est assez intéressant, on trouvait autour du design system qui est entre de la brand, mais aussi une expérience digital only, et on trouvait que ça correspondait bien en tout cas à la manière dont on le voyait s'intégrer dans l'entreprise et avec la brand et l'interface des sites sur lesquels on peut travailler. Je voulais aussi voir avec vous, on voulait parler aussi étymologie. Tu avais le sens du design system qui te tenait à cœur, Ismaël, oui. Donc je te laisse nous en parler. Moi, c'est un truc que je dis très souvent en arrivant sur mes missions en tant que design system manager, c'est que j'aime pas le mot design dans design system. Alors, je fais exprès d'être assez provoquant par rapport à ça, parce que déjà, à cause de ce mot-là, on a l'impression que c'est qu'un jouet de designer, et donc quand on arrive dans une mission et qu'on parle de design system aux développeurs, aux PO, aux content writers ou n'importe quelle autre discipline, ils ont l'impression qu'on est vraiment dans un entre-soi de designers et qu'on veut évangéliser des principes de design à tout le monde, alors qu'en réalité, le mot design dans design system, il est beaucoup plus, à mon sens, la traduction de l'anglais de design qui est de concevoir. Et finalement, système, système de conception. Comment on conçoit ensemble dans une marque, enfin dans une entreprise, pour une marque et pour justement, c'est pas défendre les intérêts de la marque, mais venir donner de la cohérence à cette marque et donner aussi de la puissance à cette marque. Parce que finalement, design system, on pense très souvent librairie de composants, mais un design system, c'est pas ça. C'est juste une partie du design system. Mais justement, si on travaille bien les autres composantes qui sont plus de l'expression de marque et pas seulement graphique, là, on peut arriver à quelque chose de beaucoup plus fort et pas seulement que pour les designers, mais qui peut être très très fort aussi pour le marketing, pour les différents disciplines d'écriture et pas mal d'autres choses. C'est vrai qu'on voulait aussi parler du fait que c'est effectivement pas juste une librairie, sinon on n'appelle pas ça un design system, et que c'est des concepts qui sont aussi inhérents au monde du dev. Tu avais peut-être des choses à nous partager sur toi. Je rebondis sur ce que tu disais, c'est qu'effectivement, ça n'est pas que destiné pour les designers, c'est un outil qui s'adresse à plusieurs clients et les développeurs en font partie aussi. Les développeurs contribuent aussi à ce design system et c'est un travail d'équipe entre designers et développeurs parce que les deux peuvent se renvoyer la balle, les deux vont ensemble concevoir, les deux ont quelque chose à prendre de l'autre. Le développeur va avoir des idées de faisabilité, des bonnes pratiques d'accessibilité et le designer va donner aussi ses idées pour l'ergonomie et tout ce qui va avec. Et c'est ce travail de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, comment est-ce qu'on design les core concepts ensemble, les composants qu'on va réutiliser sur les différentes pages. Et du coup, voilà, c'est vraiment quelque chose qui s'adresse à toutes les populations, designers, développeurs. Ouais, c'est vrai. Et puis aussi en tant que manager, quand on doit manager une équipe de designers UX, UI et content, et qu'on fait face à des blocages avec les équipes dev parce que ça ne communique pas nécessairement, parce que plein de raisons tout à fait justifiables. Le design system, en fait, finalement, c'est un peu un cheval de Troie dont on va se servir pour introduire et mettre de la communication et mettre un petit peu des process et commencer à mettre une collaboration en place aussi. Moi, ça m'est souvent arrivé
dire oui, non, mais les devs, ils veulent pas, etc. Ok, très bien. Essayons d'engager un travail de design system. On trouve un UI où on peut recruter un design system manager. Et ça, c'est top. Et on va chercher dans l'équipe de dev la personne avec qui on va pouvoir commencer à lancer le premier pont, le premier point, et tordre le cou à l'idée que c'est un UI kit, que, comme tu dis, c'est pas un joujou de designer. Moi, ça, j'aime beaucoup cette idée-là aussi. Et qu'on va commencer à discuter avec le support de marque, avec le marketing, etc. Et moi, ça a été l'occasion, notamment chez Manutan, de travailler sur le rebranding, en fait, de saisir du rebranding de la marque pour introduire le design system et construire un design system qui allait supporter ce rebranding et qui allait interroger aussi tout le fonctionnement de l'entreprise. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, moi je considère vraiment que le design system, et c'est aussi comme ça que je m'en sers, c'est un outil de change management. C'est clairement un outil pour changer une culture d'entreprise, l'organisation et les process. J'ai envie de dire pour l'assainir, mais là je vais... je défends ma paroisse, un peu trop. Non, mais c'est hyper intéressant déjà, les premiers échanges, puis on voit tout de suite qu'il y a le côté humain qui arrive très vite et que un des premiers objectifs pour en avoir aussi discuté ensemble, pour vous, on est assez d'accord, c'est que c'est d'abord comment on va acculturer les personnes. C'est ça la première brique en fait, c'est pas du composant, c'est pas autre chose. Tu me disais même que pour toi c'était une philosophie le design system et je trouvais ça hyper intéressant. Pour moi, il y a vraiment ce côté philosophique de le design system. Pour moi, finalement, c'est comment on travaille ensemble, comment on conçoit ensemble, comment... Alors, pour moi, l'entreprise doit donner déjà dans quelle direction on regarde. Et finalement, quand l'entreprise te donne cette vision, derrière, tu vas pouvoir développer une sous-vision du design system qui est dans quelle direction le design system regarde, se produit, cette organisation pour aider les différents humains de cette entreprise qui participent à la conception des produits, des expériences, des interfaces ou de quoi que ce soit d'autre, même de la communication. Parce que moi, je considère vraiment, malgré les expériences que j'ai eues où c'était absolument pas le cas, que le marketing est vraiment central, la brand est centrale et la brand doit vraiment utiliser aussi le design system comme un outil. Et on parle beaucoup de composants, mais on parle très peu de présentation PPT, de carte de visite, d'autres choses que des composants qui servent à la communication, de gabarits, de flyers, de dépliants ou d'autres choses qui servent à la communication de tout un chacun dans une entreprise pour aussi faire la promotion de cette marque. Ouais, carrément. Et en allant plus loin, on va rentrer dans le design system comme un système. Et pourquoi comme un système? On va parler de l'aspect systémique. Et je veux bien tout simplement que vous nous parliez de votre approche systémique du design system et comment vous gérez ça au quotidien. Déjà, en fait, pour faire le lien entre les deux parties, c'est aussi de considérer et essentiellement d'occulter le fait que le design system va avoir un côté rentable, en fait. Souvent aussi on nous pousse vers le design system, ah oui c'est bien parce que c'est rentable en fait, combien d'argent on va gagner avec le design system, combien ça va nous faire économiser. Et nous, ce qu'on pense dans les discussions qu'on a eues tous les quatre avec Marjorie, c'était de se dire qu'en fait le design system il ne faut jamais l'aborder par l'angle budgétaire. Quand on est manager, c'est souvent ah oui mais attends, ça va prendre de la bande passante sur les autres projets. C'est pour ça que des fois on essaie de dire que c'est un produit pour le faire rentrer dans la workload, un peu comme ça, et ça marche jamais vraiment. En fait, c'est toujours un peu Et donc déjà de considérer que c'est un outil au service des humains, au service d'une organisation. Et d'où le côté systémique. Et je crois que là, tu as encore pas mal d'idées. Ouais, en fait, par rapport à ça, le côté systémique du design, enfin le côté vraiment humain, en fait, tu es obligé de mettre des KPI en place, tu es obligé d'avoir un discours un minimum héroïste. Après, encore parole un peu clivante, mais c'est mon style. J'aime bien comparer le design system à l'entreprise libérée. L'entreprise libérée, il y a plein de boîtes qui s'y ont mis pour les mauvaises raisons. La bonne raison de partir sur une organisation libérée dans une entreprise, c'est le bien-être des employés et que ce soit autogéré. Le bénéfice qui en sort quand c'est bien fait, c'est que la boîte est beaucoup plus productive, qu'elle dégage beaucoup plus de marge, en fait, parce que les gens sont motivés et se la donnent, tout simplement.
Et moi, en plus, j'ai vécu le cas quand j'ai commencé au tout début de ma carrière en agence, où justement, l'entreprise libérée a été mise en place pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire faire plus de marge et augmenter la productivité. Et ce qui s'est passé, c'est que vu que philosophiquement, l'objectif n'était pas le bon, la mise en pratique était forcément pas la bonne, et il y a eu pas mal de... En fait, tout l'inverse de ce qui devait arriver, c'est-à-dire des problèmes de micromanagement et compagnie. Alors que justement, l'entreprise libérée cherche à se dégager de tout ça. Et si j'ai fait une telle digression, c'est pour revenir sur le design system. À un moment, si on ne voit le design system que comme un outil héroïste avec une seule vision de composants, on va plus vite développer des composants, on va plus vite les intégrer, et basta, on va se retrouver avec les mêmes soucis organisationnels qu'on connaît si bien, de pression, de workload beaucoup trop intense. Après, le pire, je trouve que c'est le design system on top. C'est-à-dire, tu fais ton taf et en plus, tu vas bosser sur le design system, en plus déjà de tout le travail que tu as à faire, où tu es déjà... Oui, ou alors en tant que UX, en fait, tu as du coup, pour le coup, ta librairie dans laquelle tu dois composer, drag and dropper tes composants, et ton taf du UX se retrouve à drag and dropper des composants sur une interface et construire en Figma avec les composants sans pouvoir en sortir. Parce que, voilà, on va nous rétorquer. Oui, ça, ce qu'on va dire côté dev, ça se passe comment, cette problématique-là Nos amis, les devs, vont dire non, mais attendez, consistance, tu vas pas me refaire des composants qu'on a déjà, etc. Il faut rentrer dans un process, il faut rentrer dans ci, dans là. Donc en fait, finalement, on abandonne et notre travail à nous se retrouve réduit à néant quand on a cette vision très héroïste, très rentabilité et pas du tout organisationnelle du design system. Yes, je vais rebondir sur le schéma qu'on a vu, ce qu'on disait là, que ce n'est pas qu'une librairie de composants, même si je suis développeur et pourtant j'aime bien les composants quand même. Mais du coup, il ne faut pas oublier qu'une entreprise, ce qu'elle cherche à faire, c'est donner un service, proposer une expérience à des utilisateurs, principalement par le biais du média, par le biais de Internet, mais ça peut être de la pub, ça peut être aussi des flyers, c'est ce qu'on disait. Et pour concevoir tout ça, pour se faciliter un petit peu la vie, ce qu'on a besoin, c'est d'outils. Et finalement, le design system, il se place à cet endroit-là. C'est comme un middleware. Du coup, il vient nous aider, nous faciliter la vie pour qu'on aille plus vite vers ce qu'on veut faire, qui est le centre, c'est l'expérience de nos users. Et du coup, c'est là qu'on a besoin de se créer des normes, des règles. Et avec ces règles, on va faire les composants, mais ce n'est qu'une partie, quoi. C'est vraiment comme le middleware qui nous facilite la vie, quoi. Mais alors pourquoi c'est si compliqué à mettre en place un design system? Enfin, nous, côté design, c'est assez easy finalement. On a notre Figma, principalement Figma, et on fait nos petits nos composants, nos variants, nos instances, etc. Et arrivé au monde du dev, c'est là où on se rend compte qu'il y a quand même un goulet d'étranglement, sans aucun jugement. Non, mais c'est vrai. Je vais me rapprocher de vous parce que là, on se... C'est vrai. On va finir sur les genoux l'un de l'autre. Mais c'est difficile parfois à comprendre en tant que designer, les complexités sur lesquelles vous devez faire face et comment on peut arriver à les résorber en fait. Et est-ce que tu as une explication de pourquoi c'est si difficile en fait à mettre en place un design system? Alors, je vais me baser sur ce que j'ai observé. Là, du coup, on va mettre peut-être un pied vers les composants, vers le travail, parce que le développeur arrive quand même à un moment donné à son travail qui est d'aider à la création du produit fini, qui est cette librairie de composants, la librairie qu'on va utiliser dans les applications. Et ce qu'on observe souvent, c'est qu'on a l'équipe des designers qui vont effectivement, comme tu le disais, concevoir les éléments, qui vont fabriquer cette image de marque. Et justement, le problème qu'on a souvent, c'est que le team play en fait, entre designer et développeur, il n'est pas assez fort en fait. C'est qu'à un moment donné, chacun travaille dans son coin et il n'y a qu'au dernier moment où on va vérifier si tout est en place, que ah bah tiens, je comprends pas là le bouton, il n'est pas comme on avait dit. Mais ouais, mais du coup, il n'y a pas eu cette coordination. Et justement, par rapport aux expériences que j'ai faites, souvent, ce qui manque, c'est cette design review.
cette étape en fait dans le processus où on va relier les deux copains et se dire moi en tant que développeur voilà ce que j'ai construit, je me suis basé sur ton Figma et du coup cette design review, on a tous les outils pour le faire, c'est le designer qui va observer du coup le travail de ce développeur et va accepter ou pas ce qui a été fait. Et il y a plein d'outils qui nous permettent de faire ça, je les avais présentés. Et du coup, on peut aussi se servir de ces plateformes pour échanger avec le dev par l'intermédiaire de commentaires. Dire tiens, là, il te manque la bordure, regarde bien le Figma, il manque ça. Et cette étape-là, qui est un peu clé entre les deux intervenants, c'est celle qui, pour moi, fait le lien entre le début de la chaîne, qui est forcément la conception, et le produit à la fin, qui est le component kit. Quand on s'adresse à des applications. Mais ce serait le même combat si en bout de chaîne, ce n'était pas des devs, mais peut-être des prints qui peut-être vont recevoir le Figma. Ok, donc moi je dois printer comme ça. Il y aurait besoin aussi de cette design review, s'assurer que la maquette finale, elle est bonne. Ok, elle est bonne, go print, quoi. C'est intéressant puis de se dire aussi qu'au-delà justement des composants qu'on va vous donner, je suppose que parler ensemble de la culture de l'entreprise, de la vision qu'on a, de ce qu'on veut faire ressentir aux gens quand ils utilisent nos produits, ça vous aide aussi à construire les composants, de se voir en amont et de faire partie d'une équipe où on a une vision commune. Je suppose que ça a pu vous aider selon les missions, les expériences que tu as pu avoir aussi. Est-ce qu'il y a des process, des approches qui ont mieux marché que d'autres avec les designers, par exemple ? Eh ben, de toute façon, c'est l'organisation de base, il faut le pilote, qui est le design system manager, les copilotes, qui sont les designers, et les mini-copilotes ou les mécaniciens, qui sont les développeurs. Et c'est cette équipe-là qui fait que derrière, tu te facilites la vie. Ma transition parfaitement, comme ça on va pouvoir aller savais, tranquillement vers les rôles. Mais du coup, ta core équipe qui fonctionnait bien, c'était ça en tout cas. Voilà. Et à chaque fois où on observait des soucis dans cette chaîne, principalement l'un des éléments, mais il y en aura d'autres, on en verra d'autres, c'est ce manque de communication et d'organisation entre ces acteurs-là. Moi, je me suis rendu compte en discutant, en préparant le meet-up, à quel point j'avais pris les choses à l'envers en fait, quand j'avais voulu initier des design systems, avoir commencé en fait, côté design, sans prendre le temps d'identifier tous les acteurs et d'aller parler en amont en fait, avec les développeurs, se réunir, toujours avec cette idée de on va produire quelque chose sur lequel on va pouvoir discuter, en fait, un support sur lequel on va pouvoir présenter quelque chose. Et je me suis rendu compte en discutant avec toi et Ismaël qu'en fait, la première chose que j'aurais dû faire, ça aurait été de se dire ok, on va voir quels sont les acteurs qui vont avoir un impact sur mon design system. Et avant même de l'initier, avant même de mettre le premier composant dans Figma, déjà discuter de comment on va construire, quelle va être la roadmap, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, quelle est la vision partagée, etc. Et ça, je m'en suis rendu compte dans notre discussion aussi. Je ne sais pas si vous avez eu ce truc-là, mais c'est vrai que nous, souvent, enfin moi, par exemple, là où je suis, on me demande de produire des maquettes pour que la tech puisse se positionner. Et en fait, ça fait un nombre d'allers-retours hallucinant. Et je suis en train de demander, non, en fait, peut-être que si en amont du projet, on pouvait discuter avec la tech, avant même de commencer à designer quoi que ce soit, qu'on pouvait discuter avec les métiers, avec le market, avec la brand, pour pouvoir, avant de commencer, ouais, parce qu'en fait, moi, en tant que UX, en fait, je suis un utilisateur final du design system, mais je ne suis pas un producteur du design, enfin, producteur secondaire, quoi, mais pas, je suis qu'un utilisateur. Et en tant que manager, à la limite, j'ai plus une vision, ok, il faut qu'on ait un design system pour rationaliser. Et est-ce que tu penses que c'est pertinent, par exemple, de venir te voir dès le début en disant ok, Benjamin, j'ai envie de monter un design system. Est-ce que tu vas me jeter en me disant non, reviens plus tard quand tu auras avancé, ou envoie-moi Ismaël, parce que toi, je ne veux pas te parler. Comment tu vois, toi ? Non, justement, il faut éviter, je pense, d'avoir ce côté les designers d'abord, puis après les devs. Il faut vraiment, j'insiste encore, il faut vraiment qu'il y ait faut que ça tourne entre les deux acteurs, et même introduire aussi les utilisateurs finaux. Alors, parce que nous aussi, en tant que dev, on va utiliser le design system, vous aussi, mais l'utilisateur final, celui qui va aller sur l'interface, celui qui va regarder le flyer, lui aussi, il a besoin, il peut donner son avis, ça peut aussi avoir un impact.
Et du coup, il faut à tout moment que les deux personnes se parlent. Dans le design system, le développeur intervient peut-être plus souvent sur la création des core concepts, mais du coup, il faut qu'il donne son avis le plus tôt possible, parce que c'est lui qui, à la fin, fabrique pour les interfaces, du coup, ces éléments qui vont se répéter. Donc il a forcément, même là, en le disant, il a forcément son rôle. C'est lui qui peut dire, bah, tiens, là, ce core concept qu'on voit là et qu'on voit là, peut-être qu'on peut éviter de le répéter, peut-être qu'il faut qu'on l'intègre dans le design system et qu'on en fasse notre standard. Donc il a, je pense, son micro, à un moment donné, il a le droit aussi de… Et du coup, en termes de rôle et de responsabilité, les développeurs vont, au-delà effectivement de juste construire certaines choses, vous avez la responsabilité aussi de nous dire là ça va pas, là ça pourrait être mieux, là tu as oublié un état. Je suppose que c'est ces responsabilités-là aussi, quand on a des développeurs qui sont intéressés par le design, c'est super parce qu'on peut avoir ces retours aussi qu'on n'a pas toujours malheureusement dans les échanges. Bah, typiquement là, aujourd'hui chez le client chez qui je suis en train de travailler, on a beaucoup de tunnels de souscription. C'est une ergonomie en plusieurs étapes suivant précédent et du coup on a une petite barre de progression et on remplit différentes informations d'étape en étape. Ça c'est quelque chose qui va se retrouver plusieurs fois. Et en fait on prépare aujourd'hui une refonte d'un de leurs gros outils. Et du coup, je me suis permis de lever la main tout au fond de la salle et puis de dire ce serait peut-être bien qu'on intègre ce standard-là parce que ce qu'on peut voir, c'est que dans la refonte, ces tunnels-là, on les a plusieurs fois. Aujourd'hui, on observe qu'ils ne sont pas tous pareils, on ne les a pas conçus ensemble. Il y en a un qui a été fait comme ça, il y en a un qui a le header comme ça. Et du coup, je me suis permis de prendre la parole et de proposer un core concept à intégrer dans le design system. Parce que demain, grâce à ça, du coup, si avec le designer, on l'intègre, on crée cette brique qu'on va pouvoir réutiliser dans notre refonte. Et du coup, oui, là, je me suis permis de faire avancer d'une case parce que peut-être que les membres de l'équipe ne l'avaient pas vu tout de suite ou que moi, étant dans le dev, ayant vu le code source existant, je sais ce qu'il y a, je sais ce qui peut être amélioré. Ce n'est pas toujours le cas du designer, par exemple. Donc c'est là où… Et toi, Ismail, tu as déjà eu des retours de dev comme ça, hyper impactants sur des mises en place Alors moi, j'ai eu moins de chance avec ma collaboration avec les devs, malheureusement. Alors que à chaque fois, je vais les voir et je leur dis, tu sais, j'aime bien le dev front, j'en fais un petit peu, je comprends quand tu vas me parler d'HTML et j'adore le CSS. C'est pas encore bien passé et malgré ça, en plus, j'arrive toujours vers eux en lui disant, non mais tu sais qu'en fait, tout ce qu'on fait de cool dans le design dernièrement, on s'inspire du développement, pour moi, tout le design system en fait s'inspire de la vision orientée objet, qui est un truc mais des devs. Nous, quand on parle d'architecture d'information en tant que designer, on fait un premier sketch de ce que va être la base de données. Donc à un moment, moi je considère réellement que design system et même en fait conception globale repose sur justement cette collaboration entre dev et designer qui ensemble ont ce rôle d'architecte finalement de ce que va être la base, des fondations sur lesquelles l'ensemble des concepteurs par la suite va pouvoir construire. Et c'est encore plus vrai avec des sujets beaucoup plus actuels comme celui du design token. Un design token fait par un designer tout seul servira à rien. Un design token fait par un dev tout seul ne servira à rien. En plus, s'il est fait que d'un côté ou de l'autre, il sera mal nommé, il sera compris que par lui, même pas forcément par ses collègues. Donc vraiment, il y a ce besoin de collaborer ensemble pour faire ça. Je suis encore dans cette recherche de l'âme sœur. Je transitionne tranquillement, je en vois tant qu'on que parle. de dev, mais… Je pense qu'en termes des rôles, on a aussi oublié quelqu'un ou quelqu'une. Ah. Je pense qu'il n'y a pas de PO et de PM dans la salle, en fait, sinon il y aurait une réaction. Ouais. Mais du coup, moi, tu vois, j'ai toujours cherché à avoir un PO ou un PM qui prenne en charge le design system. Et c'était toujours un petit peu façon Mbappé, tu vois. Non. Le Q4,
Tu vois, tu es en Q1, peut-être sur Q4. Quelle est votre pratique en fait? Parce que moi, j'ai jamais réussi à avoir un PO, un PM design system en fait. Et est-ce que c'est nécessaire? Ou est-ce qu'il faut prendre tous les PM, tous les PO du produit et les impliquer Je veux commencer. Bien sûr, vas-y. Pour le coup, moi, je me considère vraiment comme un hybride designer PM. Et c'est pour ça que je Et me dev suis... Non, dev, c'est juste vite fait. C'est juste des notions. Non. Et du coup, je me considère vraiment comme un hybride entre ces deux profils en tant que design system manager. Parce que justement, on cherche à construire le design system comme un produit pour justement pouvoir s'imbriquer dans l'organisation, s'imbriquer justement dans le workload, etc. Mais du coup, un des premiers trucs que je fais, en fait, moi, quand j'arrive dans une boîte où on me dit « faut mettre en place un design system », je vais voir un peu tout le monde, je fais ma tournée des popotes et je discute avec les gens. Et je leur demande pour toi, c'est quoi un design system? Tu connais déjà ce concept ou pas? Bon, très souvent, on me raconte c'est une librairie de composants. Là, je me retiens de pas trop serrer les dents et de faire non, c'est un peu plus que ça, viens, on va discuter. Et donc, je discute avec les gens. Et depuis 2 ans, je m'efforce à essayer d'intégrer justement les products dans cette vision design system. Et souvent, je vais les voir et je leur dis, c'est quoi tes problématiques de tous les jours? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour te faciliter la vie? Et là, vu qu'on lui a dit design system avant, à chaque fois, et ça commence à m'agacer, on me répond composant. Composant, peut-être un truc pour que je monte des pages tout seul. Et là, tu fais non, c'est pas le principe. D'où le fait d'insister sur le fait qu'un design system n'est pas qu'une librairie de composants. Et justement, encore de manière un peu provocante, moi, le premier truc que j'essaye de mettre en place dans un design system, c'est les process. Justement, pour montrer aux products qu'on peut les servir aussi, qu'on peut leur apporter des solutions, qu'on peut leur apporter en fait une cartographie de où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils vont aller, et justement les différents outils associés pour les aider à aller vers le point final. Et les content designers, parce que c'est quand même un nouveau rôle, je ne sais pas si vous avez la chance de travailler avec des content designers, mais quand on a la chance, comment tu les impliques? Parce que moi aujourd'hui, c'est des vraies questions qui se posent, qui s'est posée dans ma précédente mission chez Renault, où je luttais pour qu'on ait déjà les content designers en début de process design. Après, j'ai lutté pour qu'ils soient intégrés dans le design system. Et on me dit, mais pourquoi? Et là, en fait, là où je suis chez Criteo, c'est un peu hybride. Ça se cherche encore, il y a une vraie volonté de part et d'autre. Mais on n'a pas encore trouvé la place du content designer. Et je sais que côté dev, en fait, la content designer chez Criteo travaille beaucoup avec les devs sur les côtés de traduction, en fait, pour toutes les clés de traduction, etc. Donc il y a un impact dans le design system. J'ai pas tout compris pourquoi, mais je sais pas si toi tu as eu cette occasion-là aussi. Moi je vais passer le relais à Ismaïl. Moi je préférerais répondre sur PO plutôt que sur... Ok. Vas-y Ismaïl. Au pire, tu repasses sur PO et après on repasse sur content. Ouais. PO, je sais que c'est quelque chose qui fait débat. Typiquement aujourd'hui chez Roule, quand on en a parlé, on nous a dit no go. Il faut faire sans PO. Et pourtant, le design system, on en parle, c'est un produit. Et comme tout produit, ça peut s'inscrire dans une roadmap, ça peut s'inscrire dans de l'agilité. Et quand on fait la gestion de projet avec de l'agilité, on est bien content d'avoir un PO, je crois. Par exemple, pour écrire les US. Et plus que ça, moi j'ai eu la chance quand même d'avoir des expériences où on a autorisé le PO. Il faudra que je rappelle, qu'on me dise comment ils ont fait, mais il y avait le PO. Et le PO, il a eu un autre rôle, et c'est pour ça que je voudrais insister sur ça, c'est que le design system, c'est aussi une problématique de transverse, puisque dans le design system, ce qu'on veut, c'est créer des normes qui se répètent, on veut éviter la répétition, et parfois on est bien content d'avoir un PO qui discute avec d'autres PO, qui du coup peut leur dire « Ah mais dis donc, toi tu fais ça, toi tu fais ça », peut-être qu'on peut éviter de se répéter et peut-être que ce sujet-là rentre dans le design system. Du coup, je trouve que le rôle du PO, même si pour l'instant ça fait débat, moi en tant que dev, je pense que c'est effectivement, ça vient se rajouter au duo pour faire un power trio. Voilà. Yay. Et du coup, pour passer au content, moi j'ai connu ça que très peu dans l'expérience que j'ai eue chez Senin Blue. Et en fait, déjà, moi, je pense qu'ils sont centraux parce que expression de marque,
forcément, ça passe pas que par l'image, ça passe aussi par tout ce qui est éditorial, la manière dont on s'adresse à nous. Et donc moi je pense que c'est vraiment hyper important. J'ai vu ça chez Sending Blue, c'était en train de démarrer, il y avait des difficultés, mais qui n'étaient pas dans le fait réellement d'intégrer directement le content au design system parce qu'ils étaient en train de rédiger les guidelines côté content, mais c'était plus profond que ça. C'était en fait comment, c'est vraiment dans le comment on bosse ensemble. Et le content arrivait toujours en bout de chaîne. Et en fait, ils se sentaient comme la cinquième roue du carrosse. Ils se retrouvaient simplement à revoir des wordings, alors que normalement, ils sont censés penser l'interface avec le designer pour voir comment on s'adresse à l'utilisateur aussi via l'interface. Et pas, et pas seulement, c'est quoi la terminologie des mots qu'on va utiliser, quoi. Et donc voilà, la problématique, c'était vraiment le comment on intégrait les contents. Et par rapport à ça, justement, je reviens encore au côté process. En fait, à un moment, les contents doivent travailler sur la base de l'expérience avec les designers pour pouvoir insuffler ce qui est la charte éditoriale dès le début de la conception, c'est-à-dire ça peut arriver à l'architecture d'information. Je suis un peu old school là-dessus, mais archi-d'info ou zoning ou à partir du wireframe, mais il doit être au début. Parce que sinon, de toute manière, ils ne se sentent même pas considérés. Et finalement, on revient sur ces trucs de culture et de comment se sentent les gens et du côté humain. Si les gens ne se sentent pas considérés, ils ne sont pas motivés, ils ne vont pas donner le meilleur d'eux-mêmes, ils ne vont même pas être contents de venir bosser, quoi. Ouais, c'est clair, et du coup, là je passe à la bonne slide, désolée, pour tout à l'heure. Et effectivement, tu parles de culture commune, où là on a un peu parlé du Power Trio, mais aussi d'autres rôles comme le content qui est hyper important pour le tone of voice, les guidelines édito qui font partie d'un design system aussi. Et comment vous avez dans vos expériences articulé un peu tous ces process entre design, dev, mais aussi les autres membres du produit, comme les contents, vont bien fonctionner pour que ça s'articule bien et que ça soit bien fluide comme, on va dire, collaboration. Moi, ce que j'ai toujours travaillé, c'est la culture du design au sens général, en fait, déjà de partir des bases. Là, je me rends compte aujourd'hui, dans la mission où je suis, que les PM avec qui je m'entends très bien, en fait, n'avaient pas une bonne connaissance du design. Et déjà, je suis en train de repartir sur qu'est-ce que le design, qu'est-ce qu'un process de design, qu'est-ce que le double diamant, quelles sont nos étapes, etc. Et next step, ça va être qu'est-ce qu'un design system, en fait, à quoi ça sert, quoi. Et pourquoi c'est utile et en quoi ça va nous aider à travailler sur l'amélioration de l'expérience utilisateur, leur amélioration de notre process aussi. Parce qu'en fait, moi, le fait d'avoir un design system, ça me permet d'être plus efficient sur certaines parties et du coup de pouvoir leur proposer des solutions à des problèmes qu'ils rencontrent eux dans leur... Donc c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de leur cartographier un nouveau process de collaboration qui utilise le design system comme un outil. Et aussi, moi, ce que j'ai sur d'autres expériences, c'était sortir de la culture de le design system, ça a une fin en fait. J'ai été chez Manutan et donc je sollicite un externe pour nous faire initier le design system. Et je pars et quelques temps après, j'ai des nouvelles de ma boss qui me dit « Ah bah c'est bon, on a fini le design system, on va pouvoir arrêter la mission. » 1 an et demi de travail, de conviction qui s'anéantissent avec un coup de téléphone. On a fini le design system. Et là, de expliquer non, tu sais, en fait, un design system, c'est jamais fini. Et donc là, je suis en grand blanc au téléphone. Avec, je vois très bien comment elle réfléchit, en fait, le calcul monétaire, en fait, le budget qui commence à faire comme ça. Et dire, mais non, en fait, le design system, c'est itératif et c'est never ending, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile, moi, j'ai trouvé à acculturer, en fait, ce côté de never ending. C'est une itération. Alors déjà, le principe d'itération, moi, je le vois beaucoup sur LinkedIn et sur Medium, mais dans la pratique, ouais, je pense qu'on a tous vécu. Hein. Ouais, là, tu me rends une petite MVP, V1, et puis on verra pour la V2, quoi. Bon, bah, les V2, je pense qu'elles sont au cimetière des V2. C'est juste après Pantin, il y a un cimetière des V2. Et en fait, j'ai jamais trouvé la clé, honnêtement, sur comment craquer ce truc-là. Alors là, je réfléchis à mettre de la mesure avec le Earth, en fait, de Google, à réfléchir à mettre des KPI, des mesures, etc. Mais ça ne me satisfait pas non plus parce que je suis pas un convaincu absolu de la data, de tout mesurer. Et j'ai pas trouvé le bon argument, à part le côté rendre les gens heureux de travailler, mais c'est pas un argument assez fort, visiblement, pour beaucoup de boîtes.
Donc je sais pas, toi ou Benjamin, parce que tu nous avais présenté un atelier aussi que tu comptais faire avec ton client pour lui expliquer le design system. Oui, je rebondis juste aussi sur ce que je disais avec le PO, c'est que ce qui a bien marché par exemple chez Roule, enfin ce qui marche bien, c'est d'insister sur le fait que c'est un produit, qu'on peut l'intégrer dans l'agilité et que on peut l'insérer dans une roadmap. Et du coup, qui va être consommé par d'autres produits. C'est aussi un produit pour d'autres produits. Et du coup, le fait de faire ce lien produit-produit dans une roadmap, ça nous inclut, ça nous lie avec les autres. On parlait de Power Trio, mais on peut aussi lier le design system avec les autres produits. Et du coup, les autres personnes, les autres acteurs qui travaillent sur les autres produits, ils se retrouvent associés à ce produit-là et du coup, ça crée une cohésion. On rajoute en fait le design system comme vraiment un des éléments de l'entreprise et qui s'associe aux autres éléments. Et ça, moi, ça a permis de fédérer. Alors, c'est work in progress, ça prend du temps, mais ça a permis de montrer que ce n'était pas vraiment un truc à part. C'est pas les gars dans le fond de la salle, ils font leur design, voilà, puis à un moment donné. Non, c'est vraiment tous ensemble. Parce qu'il y a des produits qui vont avoir des besoins, peut-être qu'ils vont dire tiens, peut-être que cette norme-là, on l'avait un peu plus tôt parce qu'on démarre ça. Du coup, ça crée vraiment une dynamique qui insère vraiment le design system dans la culture de l'entreprise. En tout cas, moi, c'est ça qui a vraiment déclenché le lien et vraiment prendre conscience que, ah oui, ça lie tout le monde, donc il faut peut-être que tout le monde se parle, il faut peut-être que tout le monde comprenne, il faut peut-être qu'on se sensibilise tous. Ah oui, du coup, c'est quoi? Qu'est-ce que ça… C'est vraiment l'insertion dans la roadmap où on s'est dit, ah oui, tiens, il se passe quelque chose là. Ah, mais il y a aussi un côté d'acculturer même l'équipe design en fait. Moi, je me suis rendu compte aussi que des fois, on propose un design system en pensant bien faire, en se disant ça va être cool pour l'équipe de designers. Et en fait, on se retrouve avec des designers qui savent pas bien utiliser le design system ou pour x, y raison. Et ça aussi, je me suis confronté à ça en tant que manager, de passer au forceps sur un design system parce qu'on avait la conviction, on était deux à avoir la conviction et se dire allez, on est hyper convaincus, on va y aller, on va y aller, on va y aller. Et en fait, de créer des frictions énormes dans l'équipe. Et rétrospectivement, j'ai compris. Et après, en fait, ça demande de changer ses pratiques, de s'accompagner. C'est aussi, en tant qu'UX, on perd aussi une certaine liberté. De créer ses composants, de réfléchir from scratch, tiens, je vais refaire mon truc, etc. Parce qu'il y a toujours un UI qui vient te taper sur l'épaule en disant t'as détaché mon instance, là, c'est n'importe quoi. Dès qu'on veut détacher une instance, il faut slacker à son collègue. Excuse-moi, je voudrais slacker. Pourquoi? Donc c'est vrai que… On se détende là-dessus. Il faut vraiment qu'on se détende. Non, mais en même temps, tu as le souci de consistance aussi qui prend le pas et qui produit… En fait, moi j'ai toujours cette balance un peu qu'on est en train de faire du boring design aussi avec la consistance, les design systems, qu'on est en train de tout harmoniser, tout unifier, qu'il n'y a plus rien qui dépasse et tout est très standardisé. Et ça, c'était aussi une des craintes de mes équipes à chaque fois, dire ouais, mais en fait, on va plus pouvoir adapter en fait. Et je manquais d'arguments en fait par rapport à ça. Est-ce que toi, en tant que design system manager, tu as des… Moi, c'est plutôt avec les dernières confs que j'ai vues, principalement Figma Schema et principalement celle de Ben Callahan qui m'ont assez impressionné, qui parlait encore une fois de culture. C'est-à-dire que moi, je pense vraiment qu'il faut commencer par le comment on bosse ensemble avant de travailler sur les outils qu'on va utiliser en travaillant ensemble. Et justement, petite transi sur la question d'avant. Personnellement, moi, la manière dont le truc, c'est que j'ai été que sur des initialisations de design system, mais la manière dont je le fais à chaque fois, c'est que j'arrive et que je travaille d'abord le process de conception au sein de l'entreprise. Comment en fait on conçoit de l'idée des stakeholders, donc des parties prenantes qui va passer normalement par de la recherche pour valider ou invalider que c'est une bonne idée. Je l'ai eu qu'une seule fois, ça, malheureusement. Mais normalement, c'est nécessaire. Puis design, puis justement les différentes phases itératives avec le PO, avec le dev, pour revoir le design avant de ship quoi que ce soit. Enfin, il y a aussi l'US derrière, enfin bref. Mais l'idée, c'est de cartographier ça. Et ce que ça permet de faire aussi, c'est aussi de forcer dans la tête l'idée qu'il y a ce Power Trio. Parce que ce Power Trio, on l'a pas tout le temps. Et en fait, c'est aussi de forcer… Je suis pas mal un forceur dans la manière dont je fais les choses, mais de forcer aussi, par le Power Trio, la vision agile. Et cette vision, et c'est pour moi la manière de craquer la problématique que tu avais d'un design system qui meurt, c'est de faire du change
avec le design system et d'apprendre l'agilité aux gens qui pensent être agiles. J'ai pas encore réussi parce qu'il y a l'ego aussi des gens qui pensent être agiles. Quand tu viens les voir et que tu leur dis copain, une US, c'est pas qu'une fonctionnalité. Il y a un peu plus, donne-moi un bénéf, explique-moi ce qu'on est en train de faire, pourquoi on le fait. Mais moi, je pense que c'est vraiment ça la clé de voûte pour craquer ce problème en fait, de design system qui meurt, c'est d'insuffler l'agilité. Là où ils pensent qu'elle est ou où elle n'est pas. Ouais. Enfin, bref. C'est vrai que, je ne sais pas si vous l'observez, moi j'observe de plus en plus, c'est vrai qu'on a une approche différente du design system. En fait, c'est passé d'un outil UI à un outil d'équipe. Et c'est en train de bouger doucement, mais c'est en train de bouger. Mais quand même, ce côté forcé, en fait, où on est dans une culture designer très co-conception, très flat, je suis partagé, en fait, avec ce côté je t'impose un process. Ah non, c'est pas d'imposer, c'est en fait de... Alors, normalement, on n'est pas forcément... En fait, si on les utilise à bon escient, normalement, tu as le droit. Mais c'est simplement des petites techniques de manipulation. C'est-à-dire que, désolé, en passant par de la co-conception de process, tout le monde se met d'accord sur le truc et personne va chipoter par la suite et on va y aller en fait. C'est pas « Ah oui, mais vu que c'est toi qui a proposé le process et que moi j'ai pas donné mon avis, et bien du coup, j'ai forcément un truc à redire. S'il y a quelqu'un de ma discipline qui n'a pas donné son avis, je vais forcément râler parce qu'on ne nous a pas pris en compte. » C'est le fait de co-concevoir, de prendre tout le monde en compte. Peut-être que j'abuse en parlant de technique de manipulation, en parlant de ça, mais c'est ça que j'appelle un peu forcé. Et comment c'est juste une question pour Benjamin, mais les devs, aujourd'hui, vous êtes un métier qui est pas mal en tension, il y a souvent des charges de travail qui sont assez importantes. Est-ce que toi, tu vois que c'est bien pris, par exemple, l'initiative d'un design system dans la communauté dev, dans tes équipes, quand tu amènes l'idée du design system, tu as quelle réception en fait ça... Est-ce que c'est encore un truc en plus? Du dev en plus, ça va commencer à s'intercaler avec ma roadmap. Non, forcément, c'est bien perçu d'une manière générale parce que si on le vulgarise très fortement, le design system, pour nous les devs front-end, et là je parle le bout de la chaîne, je suis sur mon écran, je suis en train de coder, c'est mon outil pour factoriser le code. Donc automatiquement, en tant que développeur, je déteste me répéter. Et du coup, je suis bien content quand je peux factoriser quelque chose pour le réutiliser plus tard. Et du coup, encore une fois, grâce à ça, on se facilite la vie. Et c'est sûr que les développeurs, en majorité, ils sont prêts à, entre guillemets, faire les efforts qu'il faut pour mouiller le maillot et peut-être mettre un pied dedans. Parce que derrière, le retour pour eux, c'est le gain de temps. On est flemmards, nous, les devs. Donc, si tu peux te faciliter, si tu peux te dire que en créant ce composant-là, celui-là, demain, la prochaine page, elle ira plus vite, forcément, tu trouves plein d'alliés. Ça, c'est sûr. Et ce qu'on a fait, par exemple, chez Roule, c'est que la team qui développe le design system, c'est une team volante. C'est-à-dire que les joueurs, les devs par exemple, qui vont concevoir, ce n'est pas toujours les mêmes devs. Du coup, on peut aller chercher quelqu'un qui a un peu de bande passante et ça a deux avantages. Déjà, ça veut dire qu'on a toujours un dev. Donc, on simule une équipe dédiée et on a des devs du coup qui étaient en prod, donc qui étaient vraiment en première ligne, qui sont montés côté design et du coup ça permet d'avoir une culture, on touche tout le monde. C'est-à-dire que tous les devs y passent, pas le choix. T'es puni, tu fais design voilà. C'est hyper intéressant et je vais avancer un petit peu du coup dans le déroulé. On voulait aussi parler de 2-3 écueils que vous avez connus pour profiter de votre mauvaise expérience et pas refaire. Et tu parlais justement de la difficulté de convaincre l'entreprise ou les PO de s'acculturer un design system. Et il y avait ce sujet aussi quand, ça j'aimerais bien que tu le creuses avec nous, parce que c'était hyper intéressant quand on a commencé à en parler, c'est quand on est concentré en tant que dev ou designer sur construire, par exemple, je sais pas, n'importe quoi, cette semaine je dois être sur tel composant, et la semaine d'après je vais bosser une autre chose parce que j'ai ma roadmap. Comment vous faites pour pas vous déconnecter de l'expérience globale que ça doit rendre
à l'entreprise, que c'était un écueil dont tu m'avais parlé beaucoup, ça, de finir en tant que dev qui bosse sur des petites choses, complètement déconnecté de l'expérience que le designer à la base, avec ses guidelines, la vision, etc., va t'amener, et que tu perds en bossant sur des petites choses. Du coup, c'est aussi, c'est un peu la suite logique de ce que je viens de dire, c'est que pour pouvoir rester connecté aux deux mondes, c'est cette technique d'avoir des développeurs volants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas mettre un pied dans la production, donc tu restes connecté avec ton métier. Et là, tu as des vraies problématiques de production par rapport à ton équipe. Et de temps en temps, tu prends un petit ticket pour aller donner un petit coup de main à la team design. Et là, du coup, tu reviens à des problématiques plus design système. Et là, du coup, tu te refocalises sur création de normes, core concept, etc. Et ça, du coup, ça te permet d'un peu de bouger de l'un à l'autre et de garder en fait un pied dans les deux camps. Les normes, ça c'est super important aussi. Moi, je l'ai vécu en fait. Un design système qui était nomenclaturé selon la nomenclature dev. Donc toi, en tant que designer, quand tu cherchais un composant, en fait, c'était des numéros. Et moi, je cherchais une search bar. Enfin, je suis assez basique comme garçon. Et en fait, ah non, mais c'est le C48. Ah ouais, ok. Donc en fait, je passais des heures dans la librairie, à chercher dans la librairie Sketch en plus, le numéro du composant, parce que ça avait été posé côté dev. Et c'est ce qu'on s'était dit aussi, c'est qu'il y avait un côté créer une pierre de Rosette, en fait, où on arrive à se mettre d'accord. Parce qu'après, il y a aussi le truc de ah bah c'est une modale, ah non c'est une pop-up, ah non c'est une pop-in. C'est un champ, ça veut dire quoi? Il y a ce côté-là aussi en fait qui dans ce que tu disais, des normes, etc. Enfin, moi, ça me fait penser à ça aussi. Je sais pas si toi, c'est quelque chose que tu d'emblée tu cadres. C'est hyper dur. C'est hyper dur parce que on a tous une manière différente de définir les choses. Et finalement, j'ai l'impression que la réussite d'un design system, finalement, c'est d'arriver à parler, encore une fois, de travailler ensemble, donc d'arriver à parler des mêmes concepts de la même manière. J'ai pas l'impression que ce soit toujours vraiment possible, d'où Design Token, mais on y reviendra à un autre moment, parce que là, sinon, trop compliqué. Je veux pas revenir à chaque fois, quand même. Et du coup, j'ai l'impression, en fait, que la réussite d'un design system, finalement, c'est de définir ensemble le sens des choses. Et ensemble, c'est pas ensemble les designers, parce qu'on va forcément arriver à se mettre d'accord beaucoup plus facilement entre nous, mais c'est vraiment aller voir un dev et dire bon, moi j'appelle ça une modale, parce que tatati tatata, comment toi t'appellerais ça? Et tu vas voir ton PO, voilà, moi j'appelle ça une search bar, parce que tatati tatata, l'interaction c'est ça, comment toi t'appellerais ça? Et justement d'arriver à, limite écrire un dictionnaire ensemble. Et ça c'est... Ça va m'amener directement à ma transition pour la dernière partie. C'est le design system at scale. Donc là, on a parlé bonnes pratiques, on a vu quelques statures adoptées, quelques écueils à éviter aussi. On a parlé process, culture. Et là, si on veut aller au-delà de l'initialisation ou un peu de maintenance, en ajoutant ça dans notre roadmap, quand vous avez dû passer vraiment des design systems à l'échelle sur un gros sujet, quelles sont les problématiques que vous avez pu rencontrer en passant à l'échelle, les problématiques vraiment liées au passage à l'échelle d'un design system? Moi, en tant que manager, ça a été de mettre en discussion les différentes marques utilisatrices du design system. Ça, c'était infernal en fait, parce que chaque marque veut avoir sa propre identité. Et du coup, il faut expliquer que, ok, tu vas avoir des composants communs, tu vas avoir un design system parent, mais tu auras des design systems enfants, etc. Il y a besoin un peu de lexique, au final, c'est comment vous organisez. Ouais, mais c'était vraiment compliqué d'avoir, quand tu es au sein d'un groupe, en plus, en fait, tu touches, là, tu mets le doigt sur des zones ultra sensibles de moi je suis ça, mais oui, mais on appartient. Ouais, non, mais en fait, je suis ça. Et en fait, c'était très très compliqué, c'est beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Et beaucoup, en fait, à la fin de pratiques en soum-soum, de faire sans le dire. Et après, finalement, une fois que le branding est passé sur les composants, etc., et que c'est remis contextualisé dans une interface, finalement, ça se vit mieux. Mais
si moi j'avais écouté les clients, ils auraient voulu avoir un design system par marque et pas un design system commun. Et là, je parlais que d'une verticale, parce qu'après, j'étais dans une entreprise où il y avait d'autres produits. En fait, là, moi, je travaillais pour le web. Il y avait un design system aussi pour l'applicatif, etc. Donc là, ça devenait, avec la volonté de tous les leads, de se mettre tous en commun et de travailler ensemble. Mais quand on croisait tout ça, c'était insoluble. En fait, il y avait un côté très très compliqué. Et du coup, acculturation, discussion. Mais en même temps, il y a, on veut produire, quoi. Et donc, moi, c'est un truc que je n'ai pas réussi à craquer. C'est ce scale de design system, en fait, en tant que manager. Comment tu gères ça, en fait, parce que tu arrives et d'un coup... Si, on l'a craqué en recrutant un design system manager qui se charge d'aller faire ce sale travail de tout le monde, d'organiser le Figma, de mettre tout le monde... Enfin, déjà, le passage sous Figma, et puis d'organiser... ouais, compliqué. Moi, pour ma part, j'ai connu ça que chez Sendinblue, vu que j'ai été que sur des initiations. Il n'y a que chez Sendinblue que c'était pas une initiation, que le truc avait déjà été initié. Et justement, les problématiques liées au scaling étaient beaucoup plus des problématiques technologiques. Et aussi d'acculturation au design system. C'est-à-dire qu'ils étaient là en se disant, on a déjà une librairie de composants en React, voilà, c'est bon, on va passer tous les produits en React. En tout cas, c'était la base de la pensée. Et justement, finalement, le design system a une vraie connexion aux enjeux stratégiques de l'entreprise et aux enjeux technologiques. Est-ce qu'on va avoir une seule bibliothèque de composants dans une technologie, ou est-ce qu'on va justement répliquer la bibliothèque de composants sur différentes technologies? Parce qu'il y a aussi finalement, on en parle assez peu, mais les compétences des différentes personnes. À un moment, un dev qui s'est développé en React, c'est peut-être pas développé en Vue, c'est peut-être pas développé en Android ou en Swift. Maintenant, pour iOS, ils n'arrêtent pas de changer de nom de langage. Mais voilà, il y a vraiment cette question de, finalement, mes différentes bibliothèques de composants, comment je les traduis pour mes différentes interfaces, c'est quoi mon contexte technologique, et est-ce que c'est à l'entreprise de venir se métamorphoser pour se mettre sur un seul concept technologique? Personnellement, moi je pense que non. Ou est-ce que c'est au design system d'être élastique et finalement de faire rentrer les besoins des différentes autres équipes, personnes, et vu qu'on est dans un contexte produit... Du coup, ça veut dire que oui. Le scale, ça veut dire que tu le prépares dès la construction de ton design system, en fait. Si tu n'as pas pensé le scale à l'origine, tu n'as plus qu'à tout casser et recommencer, en fait. Alors, je pense pas que tu doives casser, parce que finalement, c'est juste ajouter une nouvelle... un nouveau contexte technologique qui va se reposer normalement sur les mêmes process. Après, à voir si les outils sont compatibles ou pas. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut une vraie connexion avec les devs et même les DevOps, en fait. Parce qu'on n'en a pas parlé des DevOps, mais c'est eux qui mettent en place les outils côté dev et avec qui, justement, on va pouvoir discuter pour la mise en place de repos, connexion à GitHub, mise en place de Storybook, de Chromatic, si on peut. Mais du coup, ouais, si je parle de tout ça, désolé, je me suis un peu perdu avec les trucs de dev. Mais en fait, pour moi, c'est un vrai sujet stratégique et de change management. Donc, comme tout sujet stratégique, tu fais un plan. Tu fais un plan avec les différentes étapes. Et même si tu sais très bien qu'elles ne seront pas respectées parce que c'est qu'une projection, t'itères dessus. Mais il faut que tu aies un plan, il faut que tu aies un sponsor, il faut que tu aies des gens qui croient en ce sujet design system. Parce que franchement, va monter un design system sans sponsor, pour moi, pas possible. Pour moi, pas possible parce qu'on va beaucoup trop venir te demander des comptes et être beaucoup trop dans le... Je sais plus ce que c'est l'expression, mais on va compter les tout petits trucs et voilà, et on va pas être dans une vision assez globale. Le scale, il y a de la vision, on voit que ça impacte de la stratégie, autant la stratégie design que la stratégie côté dev aussi. Donc encore une fois, évidemment, il faut vous mettre tout de suite dans la boucle. Et il y a des enjeux autour de la technologie, de l'acculturation de l'entreprise aussi à ce sujet-là. Je l'ai ouvert par rapport à tout ça, mais il y a aussi une ouverture, et c'est justement ce qu'a fait Sendinblue quand j'y étais.
C'est qu'ils ont démarré le DesignOps parce qu'ils se sont rendus compte que le design system avait un impact dans les opérations, un impact qui était plutôt positif, et que finalement, en fait, quand tu t'intéresses au design system, à la culture, etc., tu commences à toucher au DesignOps. Et donc, en fait, qu'il y a encore des trucs à creuser dans ce sens-là, à développer et à réfléchir pour justement créer de la cohésion entre les designers et de l'adhérence aussi entre les designers et les autres disciplines, les développeurs, les products. Donc le DesignOps, il va te permettre en fait de réimaginer, d'adapter tes process. C'est ça pour scaler comme il faut. C'est ça. C'est-à-dire qu'au début, tu vas t'intéresser au process, mais à un moment, tu vas te dire, bon, à un moment, comment je connecte mes process aux autres, comment je vérifie la performance de mes process, la performance de mes équipes, est-ce que mes équipes se sentent bien, est-ce que, en fait, toutes ces questions finalement d'indicateurs. Et du coup, côté dev, ça veut dire qu'il faut aussi du DevOps pour faire du design system at scale ou ouais, il faut se protéger un peu contre les travers du scale et du coup se projeter et voir quels peuvent être les problèmes qu'on peut rencontrer quand on se scale. Ça va être comme dans tout projet, on va onboarder quelqu'un de nouveau, on va faire des évolutions sur l'existant, on va déprécier des choses sur l'existant, on peut changer des couleurs et du coup on peut tous ces éléments-là, du coup il faut mettre en place des process effectivement. Et côté dev, on va se protéger. Par exemple, le changement de couleur, pour se protéger, il faut des bons design tokens. Parce que du coup, les design tokens permettent d'isoler en fait toutes nos valeurs. Du coup, elles ne sont plus qu'à un seul endroit. Du coup, si demain je dois les changer, je les change qu'à un seul endroit, je suis tranquille. Donc, une des premières étapes pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est de mettre ça en place, si je comprends bien. C'est d'ailleurs dans les fondations, on n'a peut-être pas mis le schéma, mais ça fait partie des fondations. La première étape, c'est les normes avec l'identification par design token. C'est vrai que c'est la step presque number one. Après, tout ce qui est onboarding, évolution, maintenance, ça me fait mal de le dire parce que je suis dev, mais il faut de la documentation. Il faut en écrire. Parce qu'il n'y a rien de pire quand on arrive sur un design system, aussi d'un point de vue dev, se dire où sont les composants, c'est quoi l'API de mon composant, il faut de la documentation. Et pour tout ce qui est évolution, il faut des process. Et typiquement, actuellement chez Roule, on a mis en place un process de design system workflow. Bon, c'est un nom qui claque un peu, mais ça n'est que comment contribuer à son design système et ça passe par beaucoup d'étapes avec automatisation. Parce que quand c'est automatisé, on est un peu plus tranquille quand ça évolue. Parce qu'on n'a plus qu'à changer un petit paramètre et tout le reste change. Mais du coup, ce design system workflow qu'on a mis en place, on y a mis la design review. Ça permet de vérifier les régressions. C'est-à-dire que si je change le bouton, je vois son impact sur tous les autres éléments. La design review permet de visualiser ce qui est fait par les développeurs. On a accès à des outils comme Storybook. Je pense que tout le monde connaît ce qu'est Storybook. C'est un bon point d'entrée pour la documentation. Et l'automatisation des livrables, ça c'est un peu c'est que du coup, quand on doit faire une mise à jour, on doit changer tout, on automatise la livraison sur tous les produits. Très clair. Et on va pas tarder à finir, à enchaîner sur les dernières questions. Qu'est-ce qui, selon vous, quand vous passez un design system à l'échelle, on peut se dire, ça c'est un challenge que j'ai relevé, ça va m'amener vers le succès. S'il y a des choses vraiment qu'il ne faut pas se louper, c'est sur quoi? À part, tu parlais de la documentation, tu parlais des design tokens, est-ce qu'il y a d'autres éléments hyper importants où il ne faut vraiment pas se louper, mettre en place? Allez, top 3. Est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça? Moi, je pense que c'est le process. En fait, c'est la mise en place des process et qu'on ait un process qui soit fluide, partagé, mesurable, aussi qu'on puisse réajuster au fur et à mesure du scale, dans laquelle on ne mesure pas simplement l'efficience et l'efficacité, mais qu'on mesure aussi la vie de l'équipe, comment les gens vont le vivre, est-ce qu'ils le vivent bien, est-ce qu'on résout facilement les problèmes, est-ce que les créatifs continuent à se sentir créatifs, est-ce que ça nous apporte plus de solutions que ça nous génère de problèmes. Moi, je pense que c'est vraiment le côté. Vous avez déjà vécu ça, du coup, en design system, passé à l'échelle où ça se passe bien, où vous voyez vraiment l'impact au quotidien sur les équipes, ou c'est quelque chose que vous êtes en train de vivre? Pas encore. Pas encore?
C'est en cours C'est en aussi. cours. Et là, j'ai l'impression que c'est bien parti de ton côté. Ça a l'air positif. J'espère. Moi, j'utilise un design system aujourd'hui qui est vraiment performant et avec lequel c'est vraiment agréable de travailler en fait. Et l'équipe UI travaille sur une nouvelle version du design system. Enfin, tout ça se fait en discussion, en bonne intelligence, en échange et avec aussi une prise en compte de la dimension technique qui est très forte là où je suis. Et ça, moi, en tant que UX, ça me permet de réfléchir à des nouveaux process en fait. C'est que le fait d'avoir un design system, ça me permet de hacker les process actuels pour pouvoir m'adapter en fait aux contraintes qu'ont mes PM sur des allers-retours, etc. Et pour pouvoir faire des POC plus vite parce que j'ai une librairie, parce qu'on sait que ça va être simple par la suite de concevoir et qu'on va pouvoir craquer des choses. Après, c'est pas merveilleux et il se pose toujours la question des V2 en fait. J'ai toujours le stade de la V1 en fait. Je suis sorti du MVP pour accéder à la V1. J'ai toujours pas réussi à craquer le fait d'arriver à rentrer dans un backlog, une V2 et des évolutions des composants et ça reste encore la limite. Oui, c'est intéressant parce que je voulais aussi vous poser la question, c'est aujourd'hui qu'est-ce que vous vivez chacun dans vos missions actuelles où vous en êtes de design system Moi, je suis quelles sont vos prochaines étapes au final, d'après tout ce qu'on s'est dit, c'est quoi vos prochaines étapes dans votre... Pour le coup, moi je suis vraiment pré-design system. Mais juste pour revenir sur ce que disait Seb avant, en fait, on n'a pas parlé d'adoption. Mais finalement, moi je pense que en fait, la clé du scale, c'est l'adoption. Et en fait, comme il faut, je pense par rapport à ça, s'inspirer du scale produit et voir quelles sont les problématiques et les bonnes pratiques et les bonnes techniques du scale produit. Mais moi, par rapport à ça, je répondrai adoption. Par rapport à la question de maintenant, moi je suis pré-design system, je suis encore dans la phase très change management de la chose, évangélisation, discussion avec les devs, avec les managers, cadrage de ce qu'est l'audit qu'on est en train de faire. Et ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué. Là, tu es dans la partie où tu t'intéresses à tous les acteurs, tu es en train de mettre les process en place. Ouais, en fait, je m'intéresse au contexte technologique. Je m'intéresse à qui sont les acteurs, comment ils travaillent, comment, en fait, justement, c'est quoi la vision hiérarchique de qui donne des ordres à qui. Parce que, personnellement, moi, je me retrouve dans une vieille entreprise, un vieux, très gros groupe. Désolé de le dire, mais une entreprise sclérosée, une entreprise malade. Désolé, mais j'ai tendance à foutre les pieds dans le plat. Mais de toute manière, c'est aussi beaucoup les environnements dans lesquels je vais. Parce qu'à un moment, les entreprises malades, il faut les soigner. Et qu'un design system peut être un sympathique médoc. Faut-il bien l'appliquer? Mais ouais, non, c'est vraiment hyper change management, c'est de la discussion avec autant les devs. Je suis pas encore allé au marketing, pour le coup ça je le vois dans un second temps, parce que le marketing est assez spécial parce qu'on est dans le domaine du magazine print, donc on verra ça plus tard. Là l'idée c'était beaucoup plus de se focus sur l'aspect comment on conçoit les interfaces et de manière très bête et méchante. Pour arriver à essayer aussi d'insuffler de l'agilité là-dedans. Et il y a aussi des spécificités par rapport au business model. Donc vraiment, comme nous disait Patricia, pour moi, la première étape, c'est vraiment de bien comprendre, de bien cartographier, histoire de savoir où est-ce qu'on met les pieds, qui vont être nos alliés, qui va être notre sponsor, qui vont être les réfractaires et comment en fait faire pivoter ces réfractaires pour leur montrer en fait que ce qu'on est en train de faire, c'est pas de leur enlever de l'influence, c'est pas de leur enlever du pouvoir, c'est de leur faciliter la vie et justement de partager et de rentrer dans un concept de collaboration. Mais c'est intéressant, c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur le process et les personnes à aller voir avant de commencer à faire des composants. Avant d'écouter vos questions pour ceux qui en ont, je voulais quand même finir par... on a déjà un peu parlé des sujets clés, mais s'il y a des choses à rappeler ou si on passe direct aux questions, comme vous voulez. Ouais, moi, je pense que la première chose, c'est avoir le mindset design ops, en fait, se dire, ok, comme on prend nous un design dans un sujet, en fait, cartographier, évaluer, etc., et bien s'appuyer sur les stakeholders, en fait, trouver un peu son Benjamin, son Ismaïl au sein de sa boîte.
Non, mais il faut avoir sa core team, en fait. Il faut clairement avoir sa core team avec qui on va discuter. Et en fait, je pense que moi, les erreurs que j'ai faites, ça a été de ne pas accepter de prendre le temps, de me sentir légitime de prendre le temps, de discuter, de prendre le... Enfin, et tout ça, c'est long, en fait. Le challenge, c'est long. Et d'avoir sa roadmap en tête et de se dire, OK, je vais la suivre. J'ai ma North Star, on a défini une vision. Et d'embarquer les équipes et puis de créer des soldats, en fait, au fur et à mesure et d'avoir comme ça une armée qui avance vers l'adoption et avoir cette target d'adoption, en fait. Je pense que c'est très juste. Mais quand même, le truc, c'est comment arriver à accéder jusqu'aux développeurs. Parce que c'est pas toujours accessible. Enfin, les développeurs ne sont pas toujours accessibles. Non, parce que des fois, géographiquement, tu as les équipes de dev peuvent être en Inde, ça peut être, tu peux avoir des clients aussi, tu n'as pas toujours sur le même espace géographique. Donc ouais, je pense que c'est... moi, je ferais ça, approche DesignOps, cartographie, discussion, évangélisation, et puis une fois que c'est mature, on lance, quoi, mais discuter. Bon, j'ai l'impression que toi, Ismaël, tu es plutôt d'accord. Complètement, je veux faire que de la redite. Ok. S'intéresser à la culture, s'intéresser à l'organisation. Baladez-vous, en fait, dans la boîte dans laquelle vous êtes, sauf si vous êtes full télétravail. Allez parler aux gens que vous ne connaissez pas. Même s'ils n'ont aucun rapport en fait avec ce que vous êtes en train de faire, mais ouais, baladez-vous, rencontrez les gens, comprenez en fait là où vous êtes, la culture de l'entreprise et pourquoi les gens sont là, est-ce qu'ils sont contents d'être là ou pas, et en fait finalement comment on pourrait les rendre plus contents. De manière très belle, enfin voilà, ça fait un peu bisounours, mais Je vais faire comme vous deux. Hein. Accepter que le design system est bel et bien un produit. Donc qu'il faut le considérer en tant que tel, avec tout ce qui va avec. Accepter que c'est un sujet transverse, donc il faut travailler ensemble. Et que ce qu'on va faire, c'est aussi pour les autres, partager, un peu bisounours comme tu disais, ça se fait ensemble. Et je pense que le troisième, je dirais, ne pas oublier la documentation. Parce que je le mets on top, parce que c'est vraiment important dans une entreprise, par exemple, où il y a du turnover, où il faut laisser une trace de ce qui a été fait et du coup pouvoir reprendre le travail qui a été fait par les autres développeurs. Ça, c'est ce que j'ai vécu récemment là. Les gens bougent, repartent et du coup, tiens, qu'est-ce qui a été fait, on en est où, et pour reprendre, c'est pas toujours facile. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Bon, merci, c'est passé vite. On va peut-être prendre quelques questions. Je vois qu'il y a le micro qui se balade pour ceux qui ont des questions. Salut, merci beaucoup, c'était hyper inspirant. J'ai beaucoup aimé la construction et les questions abordées. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Margot, je suis lead product designer chez FrontGuys aussi, experte en design system. Et je me permets d'intervenir parce que j'ai pas de questions, mais c'était plus pour répondre à celle qui n'a pas eu trop de réponses sur la scalability, parce que ça, pour le coup, j'en ai l'expérience. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont très importantes quand on arrive dans une boîte qui a déjà un design system et qui nous dit maintenant on veut scaler, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot. Parce qu'effectivement, ça peut être comme tu l'as dit, Ismaël, on veut scaler parce qu'on veut l'étendre, on va lancer une app demain, donc il faut que ça utilise plusieurs langages. On va scaler parce que demain, on veut augmenter notre feature team ou notre team designer. Mais ça peut aussi être, le business change, on va ouvrir notre marché à plein d'autres locales, et l'usage qui est fait, ou la culture, par exemple, liée à des systèmes de paiement, est totalement différente en Afrique, et donc comment on s'assure que le design system va être utilisé. Ou alors demain, on ouvre notre production à des prestataires extérieurs, on n'aura plus de contrôle sur la fabrication des produits, et donc comment on fait pour que ce soit adopté. Par expérience, ce que je fais en général, c'est ce que vous avez dit, en fait, recommencer par faire cette phase d'observation, de compréhension, vraiment comprendre à quel niveau de maturité le design system duquel on part en est, s'assurer qu'en face, le modèle de gouvernance qui est en place pour le supporter, il a bien les épaules pour pouvoir le faire. Et est-ce que déjà, c'est pas ça qu'on commence par faire, changer un peu le modèle de gouvernance, passer d'un modèle, par exemple, centralisé à du modèle hybride, où on commence à avoir des équipes satellites dans les autres pays ou dans les autres teams qui vont nous aider à faire évoluer les choses. Et si on ne doit pas se louper sur un truc, à mon sens, c'est donc prendre le temps. Un autre point que vous avez peu évoqué, mais qui me paraît hyper important, c'est l'aspect, enfin, vous l'avez évoqué sans le nommer, mais c'est la recherche. La recherche utilisateur, vous l'avez dit, on fait un design system pour l'humain, par l'humain, et en fait, on se retrouve très vite à faire du B2B, enfin du B2E2C.
Et du coup, intégrer à l'intérieur du design system une sorte de research repository, pouvoir l'automatiser au sein de l'entreprise pour l'élargir à d'autres cibles, du coup s'assurer qu'à chaque instant on touche les bons objectifs. Donc voilà. Donc en point 1, s'assurer que la gouvernance est la bonne et que les rituels qui vont avec, on peut les étendre. En point 2, augmenter la recherche et toujours la continuer. Et en point 3, la communication. Et là, on peut commencer à penser à des trucs très cool, au-delà des newsletters, des trucs qui sont ritualisés au sein de Slack et tout. On peut commencer à penser roadshow, à aller à Buenos Aires, en Allemagne, etc. Et là, ça devient très cool quand on est design system manager, parce que ça étend le truc. Voilà, c'est tout de ma petite expérience. C'était avec Orange Monde, voilà, pour l'anecdote. Je passe la main si quelqu'un a une question, une réflexion. Ah d'accord, pardon. Bonjour, moi je m'appelle Julien Stara, je suis freelance et mon principal problème pour le design system, ça fait très longtemps que je le vends, que j'essaye de le vendre et pour le bien des développeurs, pour le bien de tout le monde. Hein. Mais très souvent je me retrouve confronté souvent à l'argent, ça prend trop de temps donc trop d'argent. Donc ma question en fait c'est comment le vendre. J'essaye toujours de contourner un peu cette question d'argent en disant oui mais vous allez plutôt en gagner parce que ça va vous faire gagner du temps, etc. Mais on revient quand même toujours à cette question-là. Donc comment le vendre à des vieilles boîtes? En ce moment je travaille pour une très vieille boîte où ils n'ont pas de design system et j'essaye de le vendre mais ça a du mal à rentrer et parce que c'est toujours cette même question. Et donc voilà, la question c'est comment le vendre et comment bien le tourner pour que ça soit apprécié de tous, quoi. Moi, première chose, c'est appeler à Rome notre business manager. Deuxième, moi je l'avais vécu avec l'UX en fait quand j'ai commencé dans l'UX. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, même si je suis un peu vieux. Mais c'était les gens ne comprenaient pas en fait ce qu'était l'UX, etc. Ou le design thinking. Il y a eu un moment, il y avait la mode du design thinking. Tout le monde était design thinker. On l'a beaucoup entendu ça, oui. Et en fait, moi ce que je faisais, c'est que je le faisais, mais sans le dire en fait, sans le nommer en fait. Et c'est après, une fois que j'avais des résultats, je leur disais, ok, voilà ce qu'on est en train de faire, en fait, ça s'appelle du design thinking, et voilà ce que ça va nous amener. Et en fait, c'était... Et ça, j'ai gardé cette technique-là, en fait, parce que nous, on est ultra convaincus dans la communauté, en fait. On est ultra convaincus de nous-mêmes, on est ultra convaincus, mais parce heureusement qu'on est convaincus, parce qu'on est un métier d'innovation et de créativité. Sauf qu'en face, en fait, on a des métiers qui ont d'autres logiques, qui sont posés sur la rentabilité. Nous, on n'est pas assujettis à la rentabilité dans le design. C'est aussi peut-être pour ça qu'on a choisi ce métier-là. Et je pense que surtout, il ne faut pas rentrer le design system dans une question de rentabilité, parce que ce serait un piège dans lequel on ne ressortirait pas, parce qu'on n'est pas... Mais par contre, le faire sans le vendre, tu vois, c'est pareil avec le design sprint ou avec plein de méthodes aujourd'hui qui sont très trendy. Mais moi, j'admire les gens qui arrivent à vendre en design sprint, en fait, au prix où ça coûte, quoi. Je pense que, moi, je suis plutôt dans le... viens, on passe de côté, et une fois qu'il y a des premiers résultats, on explique ce qu'on est en train de faire, et dire, tu vois, c'était pas si compliqué que ça, au final. Mais bon, ça, c'est une approche personnelle. Après, je sais pas, mes collègues... Le truc, c'est que le plus efficace, c'est l'approche héroïste. Tu leur parles de chiffres, tu leur montres des KPI, tu leur fais des projections, ils sont contents. Approche consultant. Souci, c'est que ça t'enferme dans des travers derrière dont il est hyper difficile de sortir. Après, je pense que en fait, faut trouver un entre-deux. Et ouais, non, en vrai, je passerai par la phase stratégie. Tu fais ta stakeholder map. Tu vois les problématiques, en fait, tu fais un mais vraiment micro persona de tes stakeholders. C'est quoi leurs problèmes? Comment tu peux... Quelles sont leurs attentes? En fait, comment tu pourrais les faire kiffer? Comment tu peux les retourner? C'est principalement ça, je pense. Et ouais, quand même montrer 2-3 projections, expliquer que la mise en place d'un design system, c'est un ralentissement au début, mais qui va donner une accélération. Et plutôt expliquer, donner de grandes échelles et dire on s'inscrira là-dedans, mais ouais, éviter de trop s'engager sur des KPI précis, parce que je pense que ça c'est hyper casse-gueule. Mais ouais, moi je dirais strat et communication. Tu vois à qui tu parles et tu leur parles. Un max. Après, tu peux mesurer en fait. En fait, tu peux mesurer l'efficience que tu gagnes au fur et à mesure que tu le fais. De plus en plus, moi je suis en train de réfléchir à ça, de me dire en fait,
Là, je suis en train de mettre en place un nouveau process avec mes PM et je réfléchis à la mesure de ce nouveau process, en fait, pour pouvoir qu'on mesure et qu'on se dise, regarde l'efficience qu'on a gagnée, en fait. Avant, on passait X journées en fait, à débattre du placement d'un bouton sur un wireframe. Non, mais c'est hypothétique, hein, c'est pas... ce cas n'existe pas. Et du coup, OK, avec le nouveau process, au lieu de passer 10 jours, on aura passé 5 jours. Et on aura eu potentiellement un meilleur adoption rate, un meilleur NPS derrière, en fait. Tu vois, moi, j'essaie de me dire, OK, jusqu'à l'utilisateur final, en fait. De mes utilisateurs intermédiaires qui sont mes PM, mes stakeholders, jusqu'à l'utilisateur final, d'essayer de mesurer, en fait. Mais là, je me dis, je vais le mesurer pour moi d'abord. Et si c'est positif, je vais le publier. Mais parce que les boîtes ont une culture héroïste et dans la mesure où ça ne fonctionne pas, et ça ne fonctionne pas très vite, on kill et on ne laisse pas nécessairement le temps aussi aux choses de s'installer. Et ça demande aussi des entreprises qui ont une maturité. Enfin, c'est là aussi une vision qui soit portée par un Head of Product, un VP Product ou un Head of Design charismatique qui arrive à convaincre tout le monde, mais c'est quand même rare. Je dirais juste là-dessus, moi, il y a longtemps, ça fait quelques années, j'avais été confrontée à ça. Alors, c'était surtout sur les process du design system. Il existait déjà plus ou moins, mais les process design dev pour implémenter les composants, etc., n'étaient pas fous. Et en fait, j'arrivais pas à convaincre mon entreprise et du coup, de nous laisser le temps en fait, de changer nos process, donc de ralentir un peu pour aller mieux derrière. Et ce qui nous a aidé, moi, c'est que je suis allée voir une entreprise, à l'époque c'était made.com, qui avait des bons process à l'époque. Je les ai emmenés chez l'entreprise pour qui je travaillais. Et après avoir bien sûr travaillé notre argumentaire, et ils ont expliqué par A plus B pourquoi eux, en bossant comme ça, parce qu'ils avaient déjà les chiffres, parce qu'ils avaient déjà mis en place ce process, ça fonctionnait mieux, et en quoi c'était aberrant que nous, on ne puisse pas faire la même chose. Et en fait, j'ai d'abord cherché des gens qui voulaient faire comme moi, en fait, pour me dire, OK, eux, ils ont installé des process que je trouve vraiment bien, que j'aimerais mettre en place, mais ça n'existe pas. Eux, ça existe. Ils ont déjà un peu de retour sur investissement, des équipes contentes, des chefs contents. Et ben, je les ai amenés pour en parler, et c'est ça qui a aidé à convaincre aussi l'entreprise. Mais pour le coup, je te rejoins complètement, parce que je pense qu'une des clés aussi pour faire passer le design system dans certaines entreprises, c'est de montrer que les voisins le font aussi. Ouais, et qu'à un moment, on est à la bourre de ne pas le faire. Jouer un peu, encore une fois, sur ce principe de jalousie. Justement, super, un petit big up à eux, Design System France, qui a justement qui a fait plein de meet-up hyper intéressants et qui ont justement une plateforme sur laquelle en plus on retrouve tous les design systems français. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à montrer qu'est-ce qui marche ailleurs. Après, ça peut être écrasant aussi. Enfin, quand tu montres le design system Decathlon, si tu veux, tu verrais, OK, bon. Next. Je sais pas si vous avez vu le late avec Orelsan, mais des fois c'est bien de s'inspirer des trucs un peu plus médiocres. Mais non, mais je pense que c'est toujours hyper intéressant de venir faire des gens de l'extérieur. Encore une fois, quand c'est possible et quand il y a une réception, mais ça. Faut que ce soit possible et faut déjà, je pense qu'on est quand même nous notre vision. Il faut pas faire venir n'importe qui parce qu'il est connu évidemment, mais toujours s'entourer de gens qui ont réussi à mettre en place quelque chose que nous on aurait aimé. Et dans une boîte équivalente, en fait, dans un niveau de boîte équivalent, en fait, qui est une équivalence dans laquelle les gens peuvent se projeter, ouais, c'est clair. Et ce qui est bien, c'est que là, au moins, si les dirigeants sont OK, ça donne aussi des aides pour nos équipes qui viennent un peu former les équipes en discutant. Et, moi, ça avait bien fonctionné comme ça. L'inspiration. Dernière petite question avant le. Si, une petite dernière. Deux questions, alors c'est important, ça marche. Moi, c'est plus pour la communication entre les designers et les développeurs lors, par exemple, d'une modification. Je sais que je suis dans une entreprise où parfois, dans certains services, on fait beaucoup de tickets, c'est chronophage, etc. Et du coup, je voulais savoir si vous aviez des bonnes pratiques pour transmettre l'information, mais en même temps de noter justement les changements, parce qu'un ticket, mine de rien, c'est quand même essentiel. Enfin, en tout cas, c'est important pour noter l'historique, etc., de ce qui se passe. Donc déjà, s'il y a des bonnes pratiques par rapport à ça. Et ensuite, comment vous gérez les tickets
de manière générale au niveau du développement. Est-ce que vous prenez un jour dans la semaine où vous traitez tous les tickets, comme ça vous vous en débarrassez? Ou est-ce que, enfin ça dépend des gens, et est-ce qu'il y a des bonnes pratiques par rapport à ça? Pour la première question, du coup, je vais me baser sur l'expérience en cours. Et du coup, je parlais tout à l'heure de design review. Et pour du coup, qui est cette étape où le designer vérifie le travail qui a été produit par le développeur. Et pour faire ça, on passe par une interface qui s'appelle Chromatic. Et Chromatic, c'est un outil qui a été fait par les équipes de Storybook. Et ils sont malins. Ils ont fait une interface qui est très pratique justement pour faire cette design review, dans laquelle en fait on va pouvoir avoir tout l'historique des échanges entre designer et le développeur avec des commentaires. Du coup, on n'a qu'un ticket qui va nous dire bah tiens, on travaille sur le bouton. Et ensuite, tout le travail d'après, ça se fait avec cette interface-là. Et on a vraiment tout le suivi. Du coup, c'est le développeur qui va sur cette interface, il associe un designer et du coup, après, c'est entre les deux, il y a des allers-retours. C'est assez pratique. C'est un outil qui a une licence gratuite. Il y a des conditions et dès qu'on l'utilise avec une équipe de plus grande échelle, du coup, il y a des licences payantes. Mais il y a des conditions pour l'utiliser aussi d'environnement. Oui. Parce que pour le coup, j'avais voulu l'installer sur une des missions et environnement Azure, tu peux pas. Ouais. GitLab, GitHub. Oui. Ce qui a rendu le process de review un enfer. C'est une galère monumentale sans Chromatic. Effectivement, oui. C'est vrai que chez Roule, on est sur GitLab. Et ça passe du coup ou ça passe pas? Ça passe bien. Ah cool. Effectivement. Et la deuxième question, c'était pour la gestion de tickets. Et ben du coup, ça, je pense que ça dépend si l'équipe est en Kanban ou en Scrum. Mais du coup, on a tous les rituels qui vont bien en début de sprint. C'est le planning game, enfin le sprint planning. Et là, les développeurs qui font partie de l'équipe, je vais comme ça, excuse-moi. Et du coup, ils s'engagent en fonction de la vélocité de l'équipe et disent, par exemple, moi, dans cette itération-là, je vais prendre une vélocité de 6, 8 points, 6 ça n'existe pas, 8, 13. Et du coup, par rapport à l'estimation qui a été faite des différents tickets, peut-être que le bouton c'est 2, peut-être que le champ input c'est 5, et ben du coup, on s'associe tous les tickets comme une team Scrum d'un projet normal. Bonjour, donc du coup je me présente, Lucille Mercier, je suis UX UI designer dans une grande banque en France et du coup le côté IT a entendu parler du design system. Avant de se lancer, ils m'ont demandé de faire une présentation, ce que j'ai trouvé déjà intéressant là-dessus. Et on m'a demandé notamment d'expliquer du coup les rôles qui vont rentrer en jeu lors de ce design system. Et vous avez parlé de sponsors. Est-ce que vous avez des exemples en fait de profils de sponsors qui ont pu participer au design system? Le sponsor, moi dans mon cas, c'était alors à l'époque le titre. C'était un mélange entre CPO et DSI. Enfin, il avait les deux casquettes. Et du coup, c'était intéressant, en fait, parce que cette personne-là avait la vision des problématiques SI et de tout ce qu'on rencontrait au côté SI, avait aussi ma vision produit, design, les PO, la discussion avec le market et compagnie. Et du coup, c'était lui qui a dit « Ok, on y va ». Dans une autre mission, c'était le Head of Product. Et là, c'était plus compliqué parce que ah ouais, mais ça prend du temps à mes PO, mais les devs, moi je veux que ça sorte quand même rapidement, et ma bande passante n'en a pas de place. Et du coup, c'était un travail de conviction, etc., et qu'on a eu à plusieurs dans l'équipe. On a fini par le convaincre. C'était tâtonnant, mais il y est quand même allé, quoi. Et c'était toujours du coup au niveau du head of product ou moi, ça n'a jamais été les head of design, mais plutôt head of product. Je pense que ça sert à rien de toute manière d'avoir un sponsor head of design. Normalement, c'est déjà un sponsor. Normalement.
Pareil, moi tous mes sponsors ça a toujours été les CPO pardon, Chief Product Officer. J'ai pas eu les CTO, mais je pense que ça peut être un super sponsor. Mais en général, je dirais qu'un bon sponsor, c'est quelqu'un qui est pas de ta discipline, qui est forcément manager, et plus il a de l'influence, mieux c'est. Enfin, grosso modo, plus il a de budget, mieux c'est. Non, mais c'est exactement ça. Ouais. Je vous rejoins. Moi, je dirais que c'est bien aussi de réussir à avoir comme sponsor le métier. Parce que c'est quand même eux qui, à un moment donné, disent on y va pas. Et typiquement, chez Roule, je rejoins la question que tu posais. Comment est-ce qu'on séduit? Alors, je ne sais pas si ça rentre dans tes contraintes, mais ce qui a bien marché pour moi, c'est de dire, face à un gros projet qui arrive bientôt, un gros projet de refonte, donc c'est beaucoup d'écrans, beaucoup de transformations, c'est un projet qui va coûter cher. Il faut bien le dire fort, ça va coûter cher. Et du coup, dire que le design system, on parlait d'outils, de facilitateurs, de dire qu'en prenant quelques core concepts, j'insiste sur quel, parce que si tu dis on va le construire tout en entier, là malheureusement, généralement ça ne marche pas. Mais si tu es un peu malin, que tu dis par exemple, je parlais de tunnels, je sais que la refonte, il y aura beaucoup de tunnels. Si ce core concept-là, on le fait en amont, que demain on sait qu'il est réutilisé 10 fois, là tout de suite le métier, tiens. Du coup, du coup, ce qui a marché pour moi là, parce que c'était pas gagné de vendre aussi le design system, parce que oui, c'est un peu plus cher que du dev direct, c'est justement de convaincre le métier qu'il y a quelques petits corps concepts dans son projet qu'on peut préparer en amont et qui va lui faire gagner du temps. Et que finalement, sa deadline qui a été vendue sans consulter les devs, classique, finalement, on va peut-être pouvoir la tenir si on fait cet effort sur ces petits corps concepts. Pardon, mon français. Peut-être j'ai raté avant. Ma question est, à votre avis, quelle est la vraie différence entre un UI kit et un design system, et quelles sont les étapes pour passer du kit à design system? Je dirais que le UI kit, c'est vraiment ta librairie Figma ou Sketch ou XD ou Axure. Mais en tout cas, c'est ta librairie vraiment que tu utilises toi sur ton outil de design en fait, et qui ne concerne que toi en tant que designer, ton équipe. Et après, c'est là où il faut ramener Benjamin et Ismail en fait pour l'amener ailleurs, et tous les process qui vont autour en fait. T'as les process, t'as aussi le fait que pour moi le design system, tant que c'est pas passé en dev, il est qu'en progression. Ça passe aussi par là, je pense. Design system, il y a le dev. Il y a le dev, il y a on parlait vision, stratégie. Ça en fait partie. Un UI kit, il ne va pas venir avec une stratégie. Un design system qui est bien fait, il vient avec une stratégie et avec une idée de vision, d'où le fait qu'il y ait les roadmaps, les backlogs et que ça n'est jamais fini. Après, par rapport à ce qu'on s'est dit, il y a beaucoup de choses, ça dépasse ce côté juste kit de composants. Le UI kit peut devenir un problème parce que finalement, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, où il faut démarrer par les process et la cartographie, souvent en fait, l'origine d'un design system, c'est qu'il y avait un UI kit qui a été fait pour harmoniser, pour réunir déjà toutes les kits design, et que ça a déjà été un chantier au sein de l'équipe design de se mettre d'accord sur un kit de composants communs, etc. Et après, une fois qu'on a ça, c'est difficile d'en sortir et le faire évoluer, mettre en place les process, etc. C'est compliqué. En fait. Et les fameuses fondations, le corps dont tu parlais, pour moi, ça fait partie de ça aussi. Parce qu'un UI kit, il ne va pas avoir de strat. Non. Un design system, il va en avoir pour justement pouvoir scaler si besoin. Et ça, pour moi, c'est une grande différence aussi. Je pense que c'est assez. Moi, j'ai eu pas mal de cas en fait où on a commencé par le UI kit, même si j'expliquais que c'était les process qu'il fallait faire en premier. Mais vraiment, je pense que la première chose à faire, c'est ou une traduction directe en composants, ou une déconstruction de ce que sont les composants par ce que sont les concepts. Mais encore une fois, pas qu'entre designers. Donc en fait, c'est de tout de suite ouvrir la porte aux autres, de faire les copains, regardez, on a créé ce UI kit.
qui pourrait possiblement devenir une librairie de composants développés par les développeurs, qui sont aussi une certaine expression de la marque. Et si on reprenait ça et qu'on le décomposait, qu'on itérait dessus en fait tous ensemble et pas que entre designers, qu'on vient y réintégrer des concepts fondateurs, ça peut être un point de départ, mais il faut s'attendre à le casser. Il ne faut pas s'attendre à juste le faire évoluer, il faut s'attendre à le démonter complètement, possiblement le remonter pareil, mais possiblement le remonter d'une manière un peu différente. Parce qu'on va aussi faire rentrer en plus de ça la compréhension des développeurs et la manière dont eux, ils architecturent les composants. Parce qu'on va parfois avoir des manières différentes d'architecturer et de se mettre d'accord sur une architecture commune, un lexique commun et aussi des décisions communes. Et après, passer au design token. Merci beaucoup pour les questions. Je vous propose qu'on continue d'échanger dans la pièce d'à côté, avec de quoi manger, de quoi boire. Et encore merci. Je vais mettre ça sur le côté. Peut-être que j'apprenne à être un peu moins bourrin. Parfois il faut.